principalement par rapport à MRC. Moi, j'aimerais savoir aujourd'hui comment est-ce qu'on pourrait concilier euh, la stabilité économique, la démocratie et le développement économique au Cameroun aujourd'hui, dans l'environnement post-électoral, tout ce qu'on a pu vivre ces Des questions ces dernières années. très élaborées, du coup, c'est des mini, enfin, il faut peut-être les circonscrire parce que tu imagines le spectre que ça ouvre. Elles sont très riches, tes questions. Comment dire, si tu as deux questions, On, pose on, deux questions parce que c'est on peut commencer où élaboré, tu c'est veux. c'est Moi, possible. j'avais deux problématiques. La France, parce que je suis français, je suis camerounais. J'ai des problématiques qui me concernent par rapport au Cameroun, vu que je suis camerounais, et aussi par rapport à la France, parce que je vis en France. Bon, Donc, on pose-les pourrait de discuter. manière, Donc, sur par la rapport au réponse, on peut Cameroun, développer, mais la question doit être précise. Sur la réponse, on peut développer, mais la question, elle doit, voilà, c'est-à-dire, elle doit aller dans une direction parce que déjà que mes réponses sont très élaborées, imagine si la question déjà elle-même est élaborée. On va faire le monde rien que sur cette question. ok, vas-y. Bon, on va commencer avec le Cameroun. C'est plus tranquille, quoi. Genre, moi, ma question que, Non, genre, la j'ai question. pas dit que ça pose. Non, rassure-toi, je n'ai pas dit que ça posait un problème ta première question, mais je dis quand tu l'as posée, tu y as ajouté énormément d'éléments, ce qui fait que je peux Ah, d'accord. pas en Ok, Iran. pour être plus précis, je suis plus soucieux, en fait, d'aujourd'hui, la place que la France a aujourd'hui dans la géopolitique. En fait, j'ai remarqué que ces derniers, par rapport à tout ce qui s'est passé, que ce soit par rapport à ce qui s'est passé entre les USA et l'Iran, et que ce soit il y a des mois déjà, peut-être je sais pas si c'est en 2025, que ce soit dans la guerre économique, la France, je n'arrive pas à positionner la France en fait aujourd'hui en fait, donc je ne sais pas à quel niveau je mets la France dans le poids géopolitique mondial en fait. Déjà, Macron, il est beaucoup décrié. Sa politique est vraiment pas très comprise des Français. Donc, j'aimerais un peu savoir, toi, ta vision un peu comment est-ce que toi, tu évalues la France aujourd'hui dans cet échelon géopolitique, en fait, sur des sujets d'enjeu vraiment, vraiment des gros sujets d'enjeu. On a parlé, par exemple, la guerre, c'est passé déjà, mais la guerre commerciale qu'il y avait entre les États-Unis et la Chine. J'ai vu un Macron très vraiment pas très réactif face à Donald Trump, et je vois en même temps aussi au quotidien les Français qui se posent beaucoup de questions. Il est en fin de mandat, ça c'est vrai, mais la France aujourd'hui, je n'arrive pas à la positionner. Et je vois un Macron qui part au Kenya, je vois un Macron qui est déboussolé en fait, même que ce soit au niveau de l'Afrique, que ce soit au niveau international. Récemment, il était dans une convention, je ne sais pas si c'était au Kenya ou bien, en fait, donc je n'arrive pas aujourd'hui à positionner la France par rapport à son poids géopolitique comparé aux années précédentes. Et pour le Cameroun, c'était beaucoup plus par rapport à la stabilité économique. On va d'abord répondre à la première Oui, question. voilà, on peut d'abord, en fait. Alors, il y a plusieurs manières d'ailleurs de répondre à cette question. La première, c'est une invitation que je fais aux Africains d'être le microphone, le frère, pour que je puisse répondre sereinement. Je sais pas si c'est le tien ou celui de quelqu'un d'autre. Oui, merci. Alors, le premier angle de réponse à cette question, il concerne vous, nous, les Africains. Et à ce niveau-là, je dis, il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. Vraiment pas. Vous avez vu les Iraniens qui ont été sous-estimés par les Américains et vous avez vu comment les Américains ont mordu la poussière là-bas. Malgré toute l'animosité qu'on a contre la France, il faut pas dire qu'elle est faible, qu'elle n'est rien sans l'Afrique. C'est des gros mots qu'on avance, mais dans la réalité, c'est un peu plus complexe que ça. La France a une industrie. Ils fabriquent des vaisseaux spatiaux, ils fabriquent des satellites, ils fabriquent, voilà. Ils sont présents, ils ont l'arme nucléaire, ils ont... Tout ne se résume pas à la matière première. Ça, vraiment, il faut que les Africains le comprennent. La matière première n'est pas quelque chose avec lequel on se vante. Le fonds souverain norvégien est l'un des fonds les plus gigantesques au monde. Or, la Norvège, hormis le phosphate et ce genre de choses, n'a pas grand-chose dans son sous-sol.
La Suisse, pareil. Je sais pas, l'Islande, le Luxembourg, Monaco, bref. Ce qui fait la richesse d'un pays, aller demander à Singapour, à la Corée du Sud, à Taïwan, à Hong Kong, c'est la matière grise. C'est pas la matière première. Le Congo qu'on évoquait tout à l'heure a de la matière première à n'en plus finir. Mais vous voyez l'état du Congo. Notre pays, le Cameroun, pareil. Donc, il faut se focaliser grandement sur la matière grise. Et la matière grise en France, il y en a. Ce qui fait les grandes puissances, c'est la matière grise, c'est-à-dire la compétition technologique, la production, la transformation de la matière première en quelque chose d'autre. Donc la France maintient son statut de puissance, une puissance moyenne certes, mais une puissance quand même, à bien des échelles. Même sur des domaines banals comme le tourisme. C'est le pays le plus visité au monde. Et ils perdent jamais la tête du classement. C'est même pour 2026, je peux déjà vous dire que ce sera le pays le plus visité au monde. Il en est toujours ainsi. Donc ils ont un soft power. Ils sont numéro un mondial dans la mode, dans le luxe, les produits de luxe, les bijoux, les vins, l'habillement, les trucs, des choses comme ça. Ils sont numéro un. Ils font partie des pionniers dans le domaine spatial. C'est-à-dire, ils ont énormément contribué à la réalisation, les fusées Ariane, qui découlent de la base de lancement de Kourou en Guyane, ont une très large contribution française. Sur le plan de l'aéronautique, même Airbus, le concurrent de Boeing, qui a déjà dépassé Boeing actuellement, la France est l'un des principaux actionnaires, avec la Lufthansa et autres. Donc, en fait, ils sont, comment dire, la Lufthansa, c'est même les compagnies aériennes, mais bon, ils sont à travers justement la matière grise et la consolidation, la production de la connaissance, l'économie de la connaissance, la production de la valeur ajoutée à travers la transformation, ils sont présents. Et c'est la seule puissance nucléaire de l'Union européenne. Et si on enlève que la Russie est en Europe, même si elle n'est pas dans l'UE, c'est littéralement le seul pays européen qui a la souveraineté totale sur son arme nucléaire. Les vecteurs de la Grande-Bretagne dépendent des logiciels américains, c'est-à-dire le Premier ministre britannique Keir Starmer ne peut pas enclencher son arme nucléaire si le Pentagone n'a pas fourni les données nécessaires. Or, Emmanuel Macron pourrait, ou du moins la France pourrait, en toute souveraineté, décider de larguer son arme nucléaire quand elle le désire. Donc, proportionnellement à la Chine, aux États-Unis, c'est clair que c'est inférieur. Ils ont presque le même nombre de têtes nucléaires que la Chine, mais ils ont moins de sous-marins. La Chine développe déjà plusieurs porte-avions, mais la France reste une puissance. C'est l'un des rares pays au monde à posséder des porte-avions. Macron a d'ailleurs lancé la construction de nouvelles porte-avions pour 2038, qui va dépasser le Charles de Gaulle et qui sera qui sera plus grand que celui-ci et qui sera l'un des plus grands porte-avions et l'un des plus modernes du monde. La France est, avec les États-Unis, le seul pays qui fabrique des porte-avions à propulsion nucléaire. Aucun pays n'en fabrique, mis à part ces deux-là. Donc, c'est pour dire, malgré tout ce que je pense de la France, je ne suis pas stupide de dire, c'est un pays faible, c'est un petit pays, on va l'éjecter, on va le gifler en 2-3 secondes. Connaître son adversaire te permet de ne pas faire d'erreurs bêtes. Les Américains n'ont pas été intelligents parce qu'il y a un idiot à leur tête, Donald Trump. Avec des idiots autour de lui, vous les voyez, Pete Hegseth, Marco Rubio, des gens qui ont l'intelligence d'une brosse à chaussures. Du coup, ils ne comprennent rien au dossier iranien et depuis, ils se sont embourbés dans quelque chose qui les dépasse et qui ridiculise les Américains à l'échelle internationale. Au point où Trump s'est fait faire la leçon par Xi Jinping lors du voyage en Chine précisément. Tu parlais même du bras de fer douanier entre les États-Unis et la Chine. Tu as vu comment Trump a essayé, ça n'a pas fonctionné. J'instaure 50% de droits de douane. Je monte à 75, à 200, à 400% comme un petit enfant. Il avait oublié que les Chinois, en fait, ont littéralement tout est localisé en Chine. Les produits qu'on appelle Made in America sont seulement Made in America parce que, disons, les 8 à 10 derniers pourcents sont fabriqués aux États-Unis, l'étiquette, l'emballage, bref, tout ce que tu veux. Mais sinon, l'essentiel était développé en Chine. Donc, outre cela, les Chinois ont développé au niveau du raffinage des terres rares dont on a besoin pour tous nos appareils. Les fameuses terres rares, l'herbium, le thulium, le lutécium, l'europium, tout ce que tu veux. C'est la Chine qui raffine
elle raffine mieux que les Américains, c'est-à-dire les petites impuretés que tu peux encore trouver aux États-Unis. En Chine, c'est nickel comme pas possible. Donc, ils ont 90% du marché des terres rares, dont la dépendance, elle est énorme. Et ça fait qu'un idiot comme Donald Trump, qui ne comprend pas toutes ces choses, s'est agité comme un enfant, et il a perdu, il est revenu à de meilleurs sentiments. Là encore, bah, les Chinois se frottent les mains de voir les Américains s'épuiser en Iran dans une bataille qui les dépasse, comme le Vietnam. Mais dans la réalité, ils ont certainement perdu beaucoup plus. On a touché sur les 18 bases qu'il y a là dans la région. Il y a 16 qui ont été touchés. En fait, ils se sont pris mais des gifles, mais inattendues. On leur a détruit des AWACS de 700 millions de dollars. Ils ont dilapidé leurs radars, leurs intercepteurs. Ils ont perdu la confiance de leurs alliés. Ils ont perdu énormément de puissance militaire. Ils ont perdu le porte-avions, le Gerald Ford, qui était pourtant le plus neuf et le plus grand. Il est allé en Iran, il a fait quelques jours de guerre, et le voilà qui est reparti en réparation sur l'île de Crète, et qui est ensuite parti pour 2 ans de visite intense à Norfolk, de retour aux États-Unis, dont ils se sont pris une claque. Pourquoi? Parce qu'ils ont sous-estimé l'adversaire. Si tu me vois revenir en détail là, dans ce volet, c'est pour montrer à quel point il ne faut pas sous-estimer son adversaire. Donc, les Africains qui, pour montrer qu'ils aiment beaucoup l'Afrique, vont expliquer que la France c'est rien, c'est faible, c'est un petit pays. Calmons-nous. C'est un pays, ça reste une puissance à ne pas négliger. Maintenant, une fois qu'on sait la nature de l'ennemi, la nature de l'adversaire, on peut agir, c'est-à-dire la priorité de son propre hubris du pouvoir. Il est arrivé en Afrique. Au tout début, il s'est cru, comme le Jupiter qu'il voulait être en France, il est arrivé en Afrique dans la logique paternaliste habituelle. Il arrive au Niger, il dit, les Nigériens font 7 à 8 enfants par femme, c'est beaucoup. Le problème de l'Afrique est civilisationnel. Ses ennuis ont commencé là. Il est arrivé au Burkina Faso, il dit que Roch Kabore est allé réparer la climatisation. Il parle à un président comme on parle à son cousin du quartier. Il est arrivé, à plusieurs reprises, il a parlé aux Africains comme s'il a trouvé que l'Afrique est surpeuplée. Il a voulu donner des leçons aux Africains. Lorsque Abdourahmane Chani lui dit, bon, moi j'ai pris le pouvoir, prends ton ambassadeur Sylvain Ité, foutez-moi la paix. Macron dit, il ne part pas. Je considère que c'est Mohamed Bazoum le président et Mohamed Bazoum sera installé tant que Mohamed Bazoum n'est pas installé. Je n'enlève pas mon ambassadeur. Chani lui dit, d'accord, n'oublie pas que tu joues sur mon terrain. Tu joues sur mon terrain dont j'ai l'avantage du domicile. Sylvain Ité ne va pas sortir de l'ambassade parce que dans l'ambassade, il est en territoire français, oui. Mais s'il vient au Niger, c'est-à-dire s'il sort de l'ambassade, moi je l'arrête, hein. Il va en prison, donc tu as 2 choix. Soit il sort pour retourner en France, soit il est en prison à l'intérieur de l'ambassade, ou alors s'il sort pour aller je ne sais où, il est en prison dans mes prisons. Emmanuel Macron a voulu jouer au bras de fer à plusieurs reprises et évidemment, ça ne s'est pas bien passé. Auprès de l'opinion africaine, ça lui a énormément desservi. On souffre pour avoir le titre de séjour dans vos pays. On souffre même pour arriver dans vos pays. Vous expulsez nos ambassadeurs comme vous voulez, quand vous voulez. Mais quand c'est vous, nous, on dit à votre ambassadeur de foutre le camp. Vous dites que non, il va rester. Qu'est-ce qui se passe donc? Animosité, développement de cette rancœur envers la politique que la France mène en Afrique et que comme ils sont incompétents et qu'ils ne la comprennent pas, ils ont appelé sentiments anti-français. Il n'a pas arrêté de bassiner les gens avec ça. Pourtant, c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Maintenant, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, cet individu se lève et il décide que la CEDEAO va intervenir au Niger pour réinstaller le fameux Bazoum, dont les Nigériens vont mourir pour les une intervention, mais on n'a pas oublié. On n'a pas oublié comme il a instrumentalisé Alassane Ouattara, il a instrumentalisé Boret Tinubu, il a instrumentalisé Patrice Talon, Macky Sall et consorts. Toute cette belle bande-là s'imaginait vraiment qu'il était possible une intervention au Niger par les temps qui courent. Donc il a totalement sabordé son image en Afrique. Quand on a eu les attaques de Tinzaouaten dans le nord du Mali, où on a entendu les Ukrainiens admettre qu'ils ont aidé les djihadistes,
et sachant comment les Français aident les Ukrainiens, on a immédiatement fait le lien. Quand on a vu toutes les insultes qu'ils profèrent envers la Russie, alors que la Russie avait quand même permis de reprendre Kidal à un moment donné, quand on a vu comment leur coopération économique, il n'y a pas d'uranium, il n'y a pas de centrale nucléaire, arrive et qui s'appelle aujourd'hui Orano, on s'est dit mais attendez un peu, ça a servi à quoi la coopération? Donc quand on a vu l'échec de l'opération Serval avec la mosaïque que ça constitue après opération Barkhane, en fait le bilan il n'est pas agréable. Donc oui, il a essayé quelque part de faire des commissions, des rapports d'enquête sur le génocide rwandais, le rôle de la France dans l'opération turquoise, le rôle de la France dans le génocide camerounais. Il a essayé de faire des choses comme ça. Mais il était un peu trop tard. C'est irréversible, surtout que bah ça n'arrête pas. Il continue, parce que c'est plus fort que lui. Il arrive à Nairobi. Pourquoi? Parce qu'il fuit les pays francophones où on le déteste. Ou du moins on déteste la politique française. Quand je dis qu'on le déteste, je veux dire en tant que président. On déteste la politique française. Les Africains se foutent pas mal de l'homme Emmanuel Macron, mais ce qu'il, comme il incarne, il est le corps mystique de l'État français, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, on le déteste en tant que président. Il est allé en Nairobi, mais là-bas quand même, il a trouvé le moyen de se faire détester. Les gens sont en train de parler, la sécurité peut gérer, il peut souffler un truc, ben il faut que la sécurité, non, il prend le micro, il se lève, comme il aime se mettre en scène. Il se lève, il parle, il dit que it's not impossible to make a speech with such a noise. If you want to make noise, if you want to talk, you simply need to go outside. Ah, calme-toi, frérot. Qu'est-ce qui se passe? On a compris que tu veux qu'on te voie, mais calme-toi. Quand un président, c'est toi qui as envoyé Kabouré réparer la climatisation. C'est toi le gynécologue qui détermine le nombre d'enfants des femmes au Niger. C'est toi maintenant qui joue les impresarios et qui dit à la salle de se calmer. En fait, c'est ridicule. Il est trop agité. Donc, dans la forme, sa communication est une horreur. Je ne sais pas qui sont ses conseillers, mais en termes de médiocrité, personne n'a fait pire. Chirac, au moins, était apprécié du point de vue de sa communication, même s'il a continué la France-Afrique comme tous ses prédécesseurs. Mais au moins, Jacques Chirac, tu avais en face de toi un président de la République. Il avait de la personnalité, de la maturité, il avait, celui-là, ça ne vaut pas la peine, en fait. Et dont l'image de la France en Afrique est totalement écornée. C'est une manière tout de donner des leçons, de donner des trucs. Lorsque les Nigériens, les Burkinabés et les Maliens ont chassé les bases militaires françaises, il a annoncé, il a commencé à travailler, voilà, à redéployer, mais de manière plus subtile, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et tout. Et on a eu, voilà, un couac communicationnel où d'un côté tu avais Bassirou Diomaye Faye et Alassane Ouattara qui t'expliquent que non, c'est nous-mêmes qui avons décidé de faire ça. Chez Ouattara, c'était le 43e BIMA qu'on va démanteler, le bataillon d'infanterie de la marine. Chez Bassirou Diomaye Faye, c'était la base de Dakar. Chez, comme il s'appelle, Mahamat Déby, c'était les bases de N'Djamena, Abéché et Faya. Bref, certains disent, chacun des présidents dit que c'est lui qui a décidé. Macron dit que non, c'est moi qui ai décidé. Donc, finalement, tu ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que l'une des deux parties ment. Donc, une communication d'une médiocrité abyssale. Ça ne lui a pas servi. Donc, la perte de l'uranium du Niger, la mine qui était en phase d'exploitation, mais qui depuis était en stand-by, la mine de Imouraren, le bilan sur les sites de Bokeh, sur les sites de Arlit, bref, de manière générale, le recul, en tout cas des échanges, enfin le recul des, comment je peux appeler ça, le recul des concessions économiques françaises sur le territoire, évidemment, ça a créé, voilà, ce que ça a créé. Ça a retiré à la France une manne minière importante, qui fait qu'elle a dû se tourner vers d'autres. Tu as des pays comme le Kazakhstan ou le Canada, qui sont de grands producteurs exploitants d'uranium, mais quand même, à l'époque, le Niger était le cinquième fournisseur le quatrième ou cinquième fournisseur de l'Union européenne en uranium. Bah, ce qui n'est pas rien, c'est énorme. Et voilà, donc, sur ce plan-là, elle a énormément perdu.
La France, de manière globale, souffre de la gestion calamiteuse de sa politique interne par son président, qui a quand même réussi à faire passer, alors qu'on nous dit que c'est un Mozart de la finance, donc c'est quelqu'un qui est très doué en économie. Il vient de la maison Rothschild, il a été repéré par les réseaux Attali, David de Rothschild et autres, et 1200 milliards d'euros de déficit budgétaire, de dette publique. Tu dis, mais attends, de dette publique, je veux dire, l'endettement français dépasse les 110, 120% de son budget, en fait, de son budget, oui. Donc tu te dis, mais attends, c'est, qu'est-ce qui se passe, enfin, c'est-à-dire, comment quelqu'un qui est doué dans l'économie, dans la finance, dans ces secteurs-là peut autant se retrouver, et c'est plus de 3000 milliards, qu'est-ce que je raconte? J'étais à 1000 milliards. C'est à 3000 milliards. Donc ça dépasse très largement le budget. 3000, 3100 ou 3200, bref, quelque chose comme ça. Donc pourquoi? Parce que les orientations financières, c'est dans des secteurs, mais bizarres en fait. Ils financent la guerre en Ukraine, on va envoyer les canons César, les canons Léopard, les canons Gaspard, les canons je ne sais quoi. On favorise, ils suppriment l'impôt de solidarité sur la fortune, dont ses amis les riches, les patrons du CAC 40 peuvent se remplir les poches plutôt que de réinvestir dans la formation, dans l'intelligence artificielle, dans voilà le Made in France. La France avait créé Dailymotion, qui était le concurrent carrément presque de YouTube. À un moment donné, Dailymotion a eu énormément de succès. Il aurait fallu injecter les fonds, il aurait fallu encourager, il aurait fallu mais être sérieux dedans. Aujourd'hui, bah il y a que YouTube. Ici, les États-Unis sont fâchés, ils vous coupent le YouTube, ils vont vous retrouver en difficulté. On dépend des Américains pour les cartes. Mais Wilfried, c'est pas toujours que, même tu parles de Dailymotion, c'est pas toujours que la France, en fait. La France n'est pas seule en Europe, en fait. La France a toujours eu je sais pas comment dire, a Non, toujours mais eu des la initiatives France. européennes, en fait. La France ne peut pas tout faire seule. Sinon, Là, Macron, pour ça. c'est un européaniste avant d'être déjà un partenaire des États-Unis, en fait. Donc, c'est un mec qui ne peut pas tout faire seul. Dans le sens où, que ce soit par rapport aux grandes entreprises dans la tech et Dailymotion, je sais pas trop quoi et tout. Mais le mec, s'il y a d'autres pays, par exemple en Europe, qui ne sont pas ralliés à sa cause, Dailymotion aurait pu peut-être être créé par une, entre guillemets, commencé par une start-up française et tout, mais le mec ne peut rien faire. C'est quelqu'un qui a toujours dit, les États-Unis, ils, on va les prendre, c'est un Européen, il va jamais quitter de l'OTAN ou bien quoi que ce soit, mais il Ne n'a dis pas jamais eu qu'il des ambitions. ne dis pas qu'il ne peut rien faire. Il ne veut rien. Mais tu dis bien c'est un européiste. C'est un Européen, c'est un mec qui pense l'Europe en fait. Mais les Européens à côté, qu'est-ce qu'ils font? La France ne peut pas tout faire en Europe en fait. Ne me donne pas la parole, c'est mon panel. Si tu me poses des questions, c'est moi qui y réponds. C'est un européiste parce que il l'a voulu. Donc, à cause de son attitude, il plombe l'avenir de son pays. Tu penses que le Rassemblement national a le vent en poupe? Pourquoi? Parce qu'ils ont devant eux un président qui subordonne la France à l'Europe. Or, le général de Gaulle n'aurait jamais accepté un tel délire. Tu penses que pourquoi? Est-ce que tu sais que la France était sortie de l'OTAN? La France ne faisait pas partie de l'OTAN, je crois en 66. La France est sortie de l'OTAN. C'est Nicolas Sarkozy, en 2009, qui a remis la France dans cette histoire. Et Macron, évidemment, il est à fond dedans, qui les oblige à se soumettre aux Américains. Voilà la Suisse qui n'est même pas dans l'Union européenne. Or, elle est enclavée entre l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, pardon, la France. Tu peux décider de faire ce qui est mieux pour ton pays. C'est une start-up française, effectivement. Mais les Américains ont su manipuler tout ce beau monde qui, sortant de grandes universités, de grandes écoles, sont incapables de lecture géopolitique. C'est ça que nous évoquons ici. Tu demandais la place de la France, elle est noyée dans l'Europe, justement. Macron est même allé jusqu'à envisager de partager la dissuasion nucléaire. Mais imagine de Gaulle se réveiller actuellement, mais De Gaulle va se suicider à nouveau. Parce que quand le Non, c'est pas président... partager la coopération. Une coopération. Il n'a pas eu, pas partagé la dissuasion nucléaire, mais beaucoup plus dans un esprit de coopération
dans un esprit de dissuasion nucléaire, pas de partager la dissuasion nucléaire, mais plutôt dans un esprit de coopération avec d'autres pays en Europe qui est très hésitant, l'Allemagne, l'Angleterre, etc. Tu penses que ça a un sens alors? Tu sais pourquoi les Américains ont des armes nucléaires en Allemagne? La distance. Ça te réduit, l'océan Atlantique est immense. Tu économises déjà 9 000 kilomètres de distance. Même si l'ogive va très vite, au moins ça fait 9 kilomètres en moins si elle doit toucher la Russie ou... Mais toi tu es en France. Tu prends tes têtes nucléaires, tu déposes en Allemagne. Pourquoi? C'est un parcours que l'ogive fait en 3 secondes. C'est-à-dire, ça change quoi exact? Pourquoi? Il dira pareil, hein. Je suis pas sûr que Donald Trump dira pareil. Mais je t'écoute, vas-y. Tu n'es pas sûr que Donald Trump dirait quoi? Pareil, en fait, de ce que tu dis. Parce que Donald Trump, on le connaît, en fait. Quand il commence à faire ses petites folies et tout, tu comprends que il y a quelqu'un en face, c'est vraiment qui, la France lui a tenu tête un peu, parce Non. qu'il savait que l'Europe, entre C'est guillemets, je veux pas dire que l'Europe c'est la France, mais quand il a commencé à envoyer des mots entre guillemets, bon bref, on va pas entrer dans les détails, mais je t'écoute. C'est juste pour dire, je suis pas sûr que Donald Trump dira pareil, hein. Attends, tu cites un faux. Donc c'est Donald Trump que tu prends pour faire la lecture de qu'est-ce que Donald Trump comprend à la géopolitique mondiale. Quelqu'un qui change d'avis, qui tweet une chose et son contraire en l'espace de 27 minutes, qui te dit le matin j'ai ramené l'Iran à l'âge de pierre, à midi il te dit que on va négocier avec les Iraniens, le lendemain il te dit tout l'arsenal nucléaire iranien a été démantelé, à midi il te dit bah on doit frapper l'Iran parce qu'ils sont à 2 doigts de développer l'arme. Est-ce que Donald Trump va bien mentalement? Est-ce qu'il va bien? La question n'est même pas sans Non, figurer. mais C'est un malade. la vraie question, est-ce que Donald Trump fait peur encore? Est-ce qu'il peut faire peur Non, 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 ne switchons par pas d'une rapport à question la... à l'autre. Attends, c'est pas voilà, ne switchons pas d'une, ça c'est autre chose. C'est pas Donald Trump qui fait peur, c'est la puissance américaine, ça ne dépend pas de lui. Elle Voilà. restera après lui. Et encore, il l'a affaibli. Attends, j'ai l'impression, il faut regarder les choses de manière pragmatique. Tu as vu sous tes yeux les porte-avions américains être endommagés les uns après les autres. Tu les as vus reculer, tu as vu leurs avions, des avions très chers être détruits, tu as vu leurs radars être démantelés, tu as vu comment, au fur et à mesure que la guerre avançait, les Iraniens frappaient de plus en plus précisément les bases américaines, les avions hors de prix, et les bases même s'approchant même des centrales nucléaires israéliennes. Tu as vu l'affaiblissement des États-Unis sous tes yeux. Il y a personne qui arrête un combat quand il est en position de force. Personne ne fait ça. Ils ont arrêté, c'est parce que ça n'allait pas bien de leur côté. Il faut pas. Ok, ok, je te comprends maintenant, Wilfred. Donc, tu veux dire que les États-Unis, à un moment donné, ils se sont mis en recret, en pause, comme dans un jeu vidéo, en gros, parce qu'ils se sont sentis affaiblis, ils se sont sentis diminués, ils n'ont pas pensé que ça devait être ce qu'ils ont pensé par rapport à l'Iran. Ils se sont dit, ok, vas-y, on va camoufler ça avec les accords de paix. C'est ce que tu veux dire par là, genre, en gros, ils ont pensé qu'ils ne pouvaient pas poursuivre cet effort ils ont tout le temps mis en avant par rapport à l'Iran, etc. C'est ce que tu veux dire? Tu le vois toi-même. Les objectifs que les Américains s'étaient fixés n'ont pas été atteints. Il n'y a pas un seul qui a été atteint, pas un seul. Renverser le régime, récupérer le stock d'uranium, mettre fin au programme balistique. Voilà les 3 objectifs. Aucun n'a été atteint. Ils ont tué beaucoup de gens pour rien. 99% de civils, soit dit en passant. Ils ont mis de la fumée dans le ciel de Téhéran, cassé des ponts, mais est-ce que c'était ça les buts de guerre? C'est des crimes de guerre. Ils n'ont, c'est-à-dire, tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de perdre quelques soldats, perdre énormément d'avions, perdre des milliards de dollars et perdre la crédibilité internationale, la réputation. Ils ne font plus peur comme avant. Et ils se sont affaiblis pendant que la Chine n'a pas tiré la moindre munition et qu'elle conserve la totalité de sa puissance. Même les radars stationnant en Corée du Sud pour surveiller la Chine ont été récupérés pour le cas de la guerre en Iran. Ils sont devenus moins puissants qu'avant. C'est une guerre stupide menée par un idiot. Ce n'est pas pour rien que ceux qui étaient là avant n'ont pas tenté ce genre de choses. Alors que les États-Unis sont ennemis de l'Iran depuis 79 et qu'ils étaient sous embargo, même sous Obama et Joe Biden, mais on n'a pas eu ce type de manœuvre en Iran. Comme si un débile, Netanyahou, est arrivé et l'a manipulé comme un enfant. Il est allé, on lui a dit qu'en un mois,
En quelques jours, on va faire tomber l'ayatollah Khamenei et ça va renverser le régime. Puis on va aller récupérer le stock d'uranium parce que le régime nous sera favorable et on va ordonner aux Iraniens de suspendre leur programme balistique. Rien de ça n'est obtenu. Au contraire, le détroit d'Ormuz où tu pourrais entrer et sortir comme tu veux, les Iraniens disposent maintenant, ils ont créé hier une agence qui va maintenant le gérer. Est-ce que tu as l'impression que les États-Unis sortent plus forts de la guerre en Iran? Bien sûr que non. C'est tout le contraire. Ils sortent humiliés, ridiculisés, et l'Iran récupère ce qu'il n'avait même pas avant. Maintenant, le droit de pillage sur le détroit d'Ormuz. Les États-Unis perdent la confiance des États du Golfe qu'ils étaient censés protéger. Les États du Golfe ont constaté que toutes les bases américaines ont été touchées. Donc c'est même pas un endroit où être en sécurité. Au contraire, les militaires ont fui, se sont réfugiés dans les hôtels. Les Iraniens, comment dire, le monde sort de cette guerre qui n'est pas encore vraiment finie parce que Trump, tous les jours, il fait la même chose. Je bombarde. Ah non, je ne bombarde plus, je bombarde. Les Iraniens ont montré pendant qu'on disait que ouais, leur truc c'est 2000 kilomètres, c'est tout. Ils ont envoyé un missile dans l'archipel des Chagos, au large des Maldives, la fameuse base de Diego Garcia. Ils ont envoyé un missile là-bas d'eux, qui ont permis de démontrer que ils peuvent parcourir, les Iraniens, 4000 kilomètres, donc ils peuvent toucher, s'ils le veulent, le sol européen, l'Europe de l'Ouest, dans le plus grand des calmes. Donc on a un pays faible qui en est ressorti plus fort. Mais là n'était pas la question. Quand je disais que Trump, on s'en fout de son opinion par rapport à Emmanuel Macron, ce que je voulais dire en fait, c'était que ce n'est pas à Trump de juger. Il n'a pas la capacité de juger si la France est un pays émancipé ou pas. Macron s'est rendu compte trop tard que le Rassemblement national a le vent en poupe. Il s'est rendu compte que la Ok. guerre, il s'est rendu compte que la guerre entre les États-Unis et l'Iran ne profite pas aux États-Unis et au contraire que plus le temps passe, plus ceux qui suivent les États-Unis dans ce délire perdent du crédit à l'international. Je te rappelle que même les Allemands, qui sont très liés aux Américains, même les Allemands ont commencé à parler. D'où la colère de Trump contre Friedrich Merz, le chancelier allemand, parce que Friedrich Merz dit die USA haben keine Strategie, c'est-à-dire les États-Unis n'ont pas de stratégie, n'ont aucune stratégie au Moyen-Orient. Chaque jour, ils improvisent, même les Allemands s'en sont rendus compte, mais sur le tard, parce que ça devenait impopulaire, parce que l'extrême droite, l'AfD en Allemagne gagne du terrain, parce que l'extrême droite, le RN en France gagne du terrain. C'est pour ça que ces braves gens se réveillent. Ils auraient dû comprendre ça depuis le premier jour. Mais ils ont fait un peu comme avec les massacres du 7 octobre où on soutenait Israël tête baissée alors que Israël commettait un génocide. Il a fallu des années pour que Macron dise que oui, je reconnais l'État de Palestine et je condamne le génocide à Gaza. Il y a un truc là, les États-Unis partent bombarder l'Iran au mépris du droit international et la première chose qu'on fait c'est que on prend acte, on suit les États-Unis dans leur folie, on fait venir le porte-avions Charles de Gaulle, et quand ça perd en popularité, on se relève, on dit, ah non, finalement, non, on ne veut pas soutenir les États-Unis là-dedans, vraiment, en fait, c'est ça, là. Donc, il s'est perdu en cours de route. Tout ce qu'il fait là maintenant, c'est du bricolage. Il a plombé l'économie de la France. Il a plombé, comment Qui dire? Macron? Macron? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il a plombé le budget. C'est-à-dire, il a siphonné le budget de la France. La dette de la France a explosé. Elle dépasse le PIB. Non, mais Euh, c'est facile à dire, hein. Le mec, en 7 ans de, je sais pas, en 2 mandats, déjà, le mec, il a vécu le Covid, il a vécu les crises de... En fait, vous pouvez c'est pas, la base. vous pouvez pas demander l'œuf et puis je sais pas trop quoi, en fait, Attends, pas il derrière, faut quoi. avoir vécu le Le Covid mec, pour il dire, a vécu les pires crises qui puissent exister. Vous pouvez il a pas vécu, comparer, je ne comprends pas, il a vécu vous le pouvez pas Covid. dire que Macron, en fait, d'un Est-ce que tu plan de vue m'écoutes? économique... Oui, je t'écoute, oui, je t'écoute. Est-ce qu'il a vécu le Covid seul? La France est un pays isolé. Est-ce que la Suisse, l'Allemagne ont vécu le Covid aussi? La Corée du Sud, le Japon, la Chine? Ou bien il n'y a que la France qui a connu le La Covid? situation économique de l'Allemagne, c'est pas pareil avec la France, en fait. Moi, je suis pas tout. Macron a ses responsabilités, mais à un moment donné, il faut arrêter. C'est plus Non, non. facile de dire que il a plombé l'économie en France. En Il a économie, on ne raisonne pas privilégié ensemble. les grands groupes, il a Écoute, Lucas, privilégié tout. Moi, je suis pas d'accord. écoute, Je suis pas du est-ce tout que c'est d'accord.
Attends, arrête un peu, on n'est pas des enfants, t'es pas d'accord, mais je m'en fous que tu sois pas d'accord. C'est vrai ou c'est faux? Sous le règne d'Emmanuel Macron, le budget... Attends, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Arrêtons, gardons, restons professionnels. Sous le règne d'Emmanuel Macron, la dette a dépassé les 100% du PIB. Du PIB. Quand tu me dis c'est pas vrai, tu parles de quoi exactement? Qu'est-ce qui n'est pas... Non, c'est faux. La dette n'a pas dépassé les 3 000 milliards d'euros. Enfin, je Mais comprends pas. derrière les chiffres, il y a des contextes. Non, tout le monde, dans ce cas-là, tout le monde est un bon dirigeant, puisque tout le monde a un contexte. Même quand il a fallu dire que l'Allemagne n'est plus première puissance, toi, tu n'as pas trouvé qu'il y avait un contexte. Hein. Tu n'as pas vu que comme les États-Unis ont saboté le gazoduc Nord Stream 2 de l'Allemagne pour bloquer les approvisionnements de gaz venant de Russie, elle est obligée d'importer le gaz naturel liquéfié qui vient des États-Unis et qui coûte 4 fois plus cher. Ce qui fait que ces produits deviennent plus chers et donc moins attractifs. Là, tu n'as pas vu qu'il y a un contexte, tu as validé, mais sur la France, tu valides. Peut-être que tu es macroniste, je n'y peux rien, mais moi, Non, je suis pas macroniste, je suis pas du tout macroniste. C'est mais juste que moi, cher mec, je pense que vous tirez beaucoup sur lui, en fait. je ne Moi, je tire pense pas. que, Arrête les jugements de valeur, on fait une analyse géopolitique et même par rapport à cette analyse géopolitique dont tu es en on train de se me tape faire pas part, mais directement dans l'analyse et dit ce qui est faux. Ne dis pas il faut arrêter, ça c'est des enfantillages. ce qui est faux, c'est que on ne peut pas dire aujourd'hui que le bilan économique de la France est imputé uniquement sur les mandats d'Emmanuel Macron. C'est pas vrai. Ça, Combien de présidents, de faire n'est plus une analyse combien de économique, présidents ont, c'est un commentaire de quartier. Je dis le budget, c'est-à-dire je suis droit dans le fond du sujet. Le budget de la France sous Emmanuel Macron a dépassé, enfin la dette a dépassé le pays. N'a pas été seule soumise au Covid. La Chine également a été soumise au Covid. Ça n'a pas empêché Tesla de se faire battre par BYD sur le domaine de la voiture électrique. Chacun sait comment il oriente ses projets, ses budgets, son économie. Si quelqu'un a eu le Covid et que pour lui ça devient le prétexte de taux A, je te rappelle que quand les Gilets jaunes ont commencé à manifester, c'était avant le Covid, c'était 2018-2019. Pendant un an, on n'avait jamais vu ça. C'est la plus monstrueuse manifestation française en France sur la durée en ce 21e siècle. Et peut-être même sur les siècles d'avant si on exclut la période post-deuxième guerre mondiale, la période qui a précédé la cinquième République. Sur un an, ils ont manifesté parce que ils avaient des griefs, le prix du carburant, l'impôt sur la fortune qu'il a supprimé, bref. Mais est-ce que le Covid est intervenu à partir de la mi-2002, du printemps 2020? Mais Macron est là depuis 3 ans quand le Covid démarre. Donc, se cacher derrière le Covid alors qu'on avait un an de gilets jaunes, c'est même le Covid qui a contribué à stopper les gilets jaunes et ce genre de choses. Ça, c'est quand il n'incendiait pas Notre-Dame pour brouiller les pistes et calmer un peu les remous de la population. Comme par hasard, Notre-Dame brûle. On ne sait pas comment, qui a brûlé, comment c'était possible. Mais bon, ça a brûlé. On fait l'union sacrée, on oublie un peu tous les griefs sociaux et voilà. Mais va dire aux gilets jaunes que c'est le Covid qui a fait que Macron plombe la France. Donc moi, je dis ce que j'ai, ce qu'on voit. et sur Emmanuel Macron en 2017, le taux de chômage était de 9,7%. C'est passé à 7,7%. À Beaucoup n'en cause de parlent la pas. sécurité. Quel a été l'apport d'Emmanuel Macron dans le domaine de l'accès à l'emploi, le monde du... En fait, le mec, il est passé de 9,7 à 7,7. Dès que tu es intérimaire, tu travailles une fois tous les 3 jours de manière précaire parce que bah, tu n'as pas d'autre choix. On te met dedans. Il a mis sur pied aussi le conditionnement du RSA à des travaux d'intérêt général, quelque chose comme ça. Si tu veux continuer de bénéficier du RSA, on inclut ça dans les chiffres. Ceux qui recherchent l'emploi sont littéralement inclus comme des gens qui ne chantent pas. On peut faire dire aux chiffres ce qu'on veut. Dans le test, y compris les étudiants africains en France. Bon, oui, donc en fait c'est un manipulateur, Emmanuel Macron. Le problème c'est qu'on est assez vigilant pour voir ce qui se cache derrière. Ne t'en fais pas, c'est pas un truc nouveau. Les Allemands appellent ça des Niedriglohnsektor, le secteur des salaires précaires, c'est-à-dire ou alors prosaïquement dans la société dehors dans l'air on appelle ça des dumping loans, c'est-à-dire les salaires cassés.
Donc il y a des gens, il y a quelqu'un, il fait un petit travail, ça lui rapporte 450 euros cette semaine. Il refait le même travail la semaine sur prochaine, ça lui rapporte encore 600 euros. À la fin, il a genre dans les 1000 ou 1200 euros. Il a littéralement en deçà du salaire minimum. Mais bon, il a travaillé et on dit le chômage se porte très bien. Le pouvoir d'achat du français moyen, c'est pas tout à fait ça. En tout cas, pour ne pas perdre le fil de l'échange, parce que c'était pas la politique intérieure de la France qu'on discutait, tu parlais de la place de la France sur l'échiquier géopolitique, et je vois que quand je donnais les bons points, tu n'es pas intervenu. Tu vois que j'ai une analyse, j'essaie de... Non, en fait, moi, je suis d'accord avec toi, Wilfred, tout dit vrai, dans un sens général. C'est juste que moi, je me suis dit, bah, il a fait ce qu'il pouvait, en fait. Selon moi, il a fait ce qu'il pouvait en tant que président. Je Nul. l'aurais mieux, j'aurais mieux l'avoir comme président que, je sais pas, une autre personne, comment elle s'appelle, la meuf du RN et tout ça, en fait. Donc, moi, je pense qu'Emmanuel Macron est peut-être arrivé au mauvais moment. Bon, on dit toujours sur le plan économique, etc., mais il y a des contextes géopolitiques, il y a des contextes, etc. Je prends pas du tout son, vraiment. En fait, il faut pas qu'on mélange le sujet. Je t'ai posé une question sur la politique externe, en fait. Mais là, on est un peu entré sur la politique intérieure de la France et tout. Mais en gros, c'est juste pour me dire que ce mec, quand même, à un moment donné, j'ai pas vu un président français qui a autant vécu de crises, en fait, sur par rapport à la dernière République et tout. Donc, en Wilfried, fait, je peux apporter un complément à ce qu'il dit, si tu permets? Ok. Bien, frère, déjà, Macron, ce que tu dois comprendre, c'est quelqu'un qui a vicié et qui a complété ce que Sarkozy avait mis en place. Sarkozy est le premier président de toute la France qui a verrouillé les revendications. Les, et comment est-ce qu'il les a verrouillées? En disant, il a revendiqué à l'Assemblée nationale que même s'il y a des grèves, on ne peut pas, les médecins ne peuvent pas laisser les gens mourir.